Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. J'ai enfin décidé de répondre à une question qui m'est régulièrement posée, à savoir quelles sont les applications que j'utilise sur mon Mac. Dans cette première vidéo, je vais vous parler des applications Apple que j'utilise et dans une seconde, je parlerai des applications non Apple. Alors je précise tout de suite deux choses importantes. Ces deux vidéos ne vont pas du tout vous apprendre à utiliser telle ou telle application. Je vais juste dire ce que j'utilise et certaines fois pourquoi. Je vais quand même, lorsque l'application que j'aborderai a déjà été traitée sur mon site, vous mettre le lien vers là où les vidéos correspondantes. Deuxième précision, je ne vais vous parler que des logiciels que j'utilise d'un point de vue personnel. Je ne vais pas du tout aborder ceux que j'utilise pour le travail. Donc si vous souhaitez une vidéo dans laquelle je parle de toutes les applications qui me permettent de réaliser les vidéos que vous regardez sur mon site ou sur ma chaîne YouTube, vous le dites dans les commentaires juste en dessous et si vous êtes assez nombreux à le vouloir, j'en ferai une. Mais là maintenant tout de suite, nous allons juste parler des apps Apple que j'utilise au quotidien en tant qu'utilisateur lambda. Et pour cela, je vais pour la première fois dans mes vidéos utiliser ma session personnelle, en l'occurrence celle de mon MacBook Pro. Donc ne soyez pas étonnés si l'écran que vous voyez est différent par rapport à d'habitude. Pour les démos, j'essaye au maximum de garder les réglages et l'interface par défaut du Mac, mais sur ma session personnelle, évidemment, j'optimise l'ensemble par rapport à mon utilisation. Dans cette première partie, comme je l'ai dit, je vais aborder les apps d'Apple qui sont déjà pour la quasi-totalité d'entre elles intégrées au Mac lors de l'achat. Les applications non Apple, ce sera dans la prochaine partie. Le premier logiciel Apple qui me vient à l'esprit, c'est l'application Mail. J'utilise plusieurs adresses email, j'ai même envie de dire beaucoup, donc je ne me vois pas utiliser les webmails de chacune d'entre elles. Pour des raisons de confidentialité, j'ai évidemment masqué la plupart de mes adresses, mais en gros, j'ai une adresse iCloud, plusieurs via mon nom de domaine, plusieurs sur Gmail et plusieurs également sur Free, qui est mon fournisseur d'accès à Internet. Vous allez me demander pourquoi autant d'adresses. Eh bien en fait, le nombre monte vite. J'ai mon adresse perso qui est sur iCloud. J'en ai deux pour le côté pro de mon nom de domaine. J'ai un compte Google perso, donc avec l'email correspondant. J'ai un compte Google professionnel, utiliser son Mac, donc avec également l'email correspondant. J'ai une adresse que j'utilise en commun avec ma femme, par exemple pour les impôts. J'ai plusieurs adresses que j'appelle adresses poubelles. En gros, je les utilise lorsque je sais qu'en laissant mon email quelque part, je vais me ramasser du spam. Et j'ai également plusieurs adresses email qui sont liées grosso modo au milieu associatif que je fréquente. Bref, ça fait beaucoup d'adresses et l'app Mail me permet de regrouper tout cela très facilement. Évidemment, je pourrais utiliser un autre logiciel, par exemple Mozilla Thunderbird, mais j'ai l'habitude de Mail. Et surtout, cette application me convient très bien et par-dessus le marché, elle est parfaitement intégrée au Mac. En même temps, c'est normal, c'est l'application intégrée dans le système. Internet ne me sert évidemment pas que pour les emails, donc il me faut un navigateur Internet. Vous vous en doutez, ce sera Safari. C'est mon navigateur par défaut. Je n'utilise quasiment que lui pour le côté personnel. Et ce n'est pas par habitude, ou plutôt pas que par habitude, puisqu'il y a pas mal d'années, j'ai utilisé Google Chrome en tant que navigateur par défaut, parce que je le trouve un peu plus rapide que Safari. Ce n'est plus le cas en ce moment, d'où Safari par défaut. Mais comme vous le voyez, je peux très bien changer d'avis à nouveau un jour. Je vous expliquerai dans la deuxième vidéo pourquoi l'icône de Google Chrome est toujours dans mon dock. Autre chose que j'aime avec Safari, c'est qu'il est évidemment complètement intégré à iCloud, donc cela me permet de synchroniser mes signés, mes onglets et mon historique avec mes autres appareils. Je précise qu'en plus du MacBook Pro qui me sert en ce moment, j'utilise un iMac 27 pouces de 2012 et un iPhone SE. J'ai également des iPads, mais je m'en sers peu. Donc bref, peut-être pas Safari Forever, mais en tout cas, pour l'instant, c'est mon préféré. Maintenant, passons à l'organisation de ma vie quotidienne, à savoir contact, calendrier et rappel. J'utilise évidemment ces trois applications principalement parce qu'elles sont simples d'emploi et parfaitement intégrées à iCloud. Donc grâce à ce dernier, j'ai une synchronisation de mes contacts et de mes rendez-vous entre mes appareils. Évidemment, je pourrais utiliser les services de Google pour ce type de synchronisation, mais étant donné que je me sers d'iCloud pour d'autres services, pourquoi utiliser Google pour ces trois logiciels ? Pour calendrier, j'ai déjà eu plusieurs fois une question sur le nombre de calendriers maximum que l'on peut créer. Alors franchement, je ne sais pas s'il y a une limite, mais comme vous le voyez, même si j'ai désactivé la plupart d'entre eux pour l'affichage dans cette vidéo, j'en ai un paquet et au quotidien, l'application n'a pas l'air d'être gênée, même lorsqu'ils sont tous activés. Bien sûr, iCloud ne me sert pas que à synchroniser mes calendriers entre mes différents appareils. Je partage également certains de mes calendriers via les serveurs d'Apple, notamment avec ma femme. Passons maintenant à la bureautique. Je sais que pour beaucoup d'utilisateurs, la bureautique semble être l'outil le plus utilisé, mais pas chez moi.
Pour le côté personnel, je tape rarement du texte et un petit peu plus souvent, mais pas beaucoup plus, je gère des tableaux. Pour cela, j'utilise notamment Pages et Numbers. J'expliquerai le terme notamment dans quelques minutes. En tout cas, ce que j'adore dans Pages, c'est le côté mise en page. Je rappelle qu'une vidéo de mon site présente les possibilités de mise en page de Pages. Je mets le lien en haut à droite de l'écran et si vous ne le voyez pas, vous le retrouverez dans la description de cette vidéo. Pour Numbers, j'avoue que je m'en sers un peu plus que Pages. Il me suffit d'ailleurs dans quasiment tous les cas. Une vidéo de mon site présente également les bases de Numbers. Comme pour Pages, si vous êtes intéressé par le tableur d'Apple, je mets le lien en haut à droite de l'écran et dans la description de cette vidéo. Maintenant, je dois vous avouer une chose, je ne me sers pas que de Pages pour taper du texte. Dès que j'ai besoin d'une mise en page particulière, oui. Mais lorsque c'est juste pour prendre quelques notes, j'utilise par exemple TextEdit. Ce dernier est plus léger que Pages et comme il enregistre directement en .rtf, cela se révèle certaines fois plus rapide dans les échanges avec d'autres personnes. Bon, évidemment, pour prendre des notes, il y a également l'application Notes dont je suis un utilisateur régulier. Ce logiciel me permet de synchroniser mes notes de façon transparente entre mes différents appareils grâce à iCloud. Rien que pour ça, je suis fan. Et en exclusivité, vous pouvez voir une bonne partie du menu de mon dernier barbecue avec des amis. C'est cadeau. Bon, restons sérieux et passons maintenant au multimédia. Alors, pour cette partie, je vais évidemment être obligé de vous parler de l'app photo. Par contre, sur mon portable, je n'ai quasiment rien dedans puisque ma photothèque principale est sur mon iMac. En gros, les seules photos présentes dans mon MacBook Pro sont celles que je fais en vacances et que je sauvegarde manuellement sur le Mac tant que je ne suis pas rentré chez moi. Comme ça, s'il y a un problème sur ma carte mémoire, je prends la plupart de mes photos avec un réflexe, pas avec mon iPhone, elles seront au moins dans mon Mac portable. Et en général, je les copie également sur mon iPhone ou mon iPad. Bon, je sais, ça a l'air assez redondant, mais croyez-moi, il est parfaitement possible de perdre bêtement des photos, et même des photos très importantes, à cause d'une carte mémoire qui tombe en panne. Ceux qui ont suivi la conférence sauvegardée que j'ai animée il y a quelques temps doivent savoir à quoi je fais allusion. Pour ceux qui ont des problèmes avec leur stratégie de sauvegarde, n'hésitez pas à acquérir l'enregistrement de cette conférence. Je mets le lien de son plan en haut à droite et dans la description de cette vidéo. Pour terminer rapidement avec l'app photo, sachez que sur mon iMac, je me sers de la photothèque iCloud. Alors le but premier de cette photothèque iCloud, c'est évidemment de la synchroniser avec vos différents appareils. Ce n'est pas ce qui m'intéresse puisque comme je vous l'ai dit, je n'ai que très peu de photos sur mon portable. Normal, je n'ai pas activé dessus ma photothèque iCloud et je ne l'ai pas activé non plus sur mon iPhone. En fait, ce qui m'intéresse avec la photothèque iCloud, c'est plutôt le côté sauvegarde. Effectivement, si mon iMac tombe en panne et que toutes ces sauvegardes se révèlent inutilisables, je pourrais tranquillement, alors soit après avoir réparé l'iMac, soit après avoir racheté un nouveau Mac, mais je pourrais rapidement récupérer l'ensemble de ma photothèque. Bon, évidemment, c'est une possibilité dont je ne me servirai certainement jamais du fait des nombreuses sauvegardes que je possède déjà de ma photothèque. Mais l'expérience m'a appris à toujours prévoir le pire en sauvegarde, donc j'ai un forfait iCloud de 1 Teraoctet, c'est le maximum, et ma photothèque iCloud activée sur mon iMac. Je précise rapidement que pour l'app photo également, j'ai réalisé une vidéo qui permet de poser les bases de cette application. Comme tout à l'heure, je mets le lien en haut à droite et dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à la regarder. Se servir de cette application sans en connaître les bases, ce n'est pas la meilleure idée qui soit à mon avis. Maintenant que les photos sont traitées, passons aux musiques. J'utilise évidemment iTunes, mais comme pour les photos, je ne me sers pas de mon portable, pour cela juste de mon iMac. Je vous rajoute dans la description de cette vidéo le lien pour étudier les bases d'iTunes. Pour info, je ne suis pas abonné au service Apple Music, je n'ai pas trop le temps d'écouter la musique en ce moment, donc tous mes CD importés dans iTunes me suffisent largement. Je vais même vous faire une confidence, iTunes me sert la plupart du temps à lire les livres audio que mes enfants empruntent à la bibliothèque, donc ce n'est même pas pour moi. Autre point, je me sers très peu de la fonction stockage vidéo d'iTunes. La plupart des vidéos que je visionne via cette application proviennent de l'iTunes Store. Si je ne stocke pas, ou plutôt si je stocke très peu mes propres vidéos dans iTunes, c'est pour deux raisons. Pour commencer, je n'ai pas trop le temps de monter des films, et d'ailleurs je préfère photographier que filmer. Et lorsque c'est le cas, j'ai tendance à les mettre dans des dossiers car ils restent rarement dans mon ordinateur. Et justement, puisque je parle de montage vidéo, j'utilise à titre personnel Final Cut Pro 10 et iMovie. Alors que l'on soit bien clair, depuis quelques années, je monte très peu de films à titre personnel. Comme j'ai pris l'habitude d'utiliser Final Cut Pro 10 depuis le lancement de mon site internet, je suis forcément plus à l'aise avec, puisque je m'en sers régulièrement pour les vidéos que je publie sur Utiliser son Mac. Par contre, de temps en temps, je me force à utiliser iMovie pour rester au courant de ses fonctions. Évidemment, je monte rarement des vidéos sur mon MacBook Pro, j'ai un iMac pour cela, donc Final Cut n'est pas installé sur cette machine.
Cependant, même si j'ai juste un MacBook Pro 13 pouces, je peux parfaitement faire tourner le logiciel de montage professionnel d'Apple dessus. D'ailleurs, pendant quelques semaines, j'ai dû le faire, puisque mon iMac est tombé en panne de disque dur l'année dernière. Donc le temps de commander les pièces et de changer le disque, il a bien fallu que je continue à monter mes vidéos. Mais ceux qui me suivent sur Facebook sont au courant de cette panne, puisque j'avais posté une photo de mon iMac en pleine réparation. Allez, ça me permet de faire un peu de pub pour ma page Facebook, n'hésitez pas à la suivre. Je m'en sers très peu pour l'instant, mais je vais m'y mettre un peu plus à partir de maintenant. Et évidemment, j'ai réalisé une vidéo qui traite d'iMovie, donc n'hésitez pas à l'étudier. Vous connaissez la musique, le lien est en haut à droite et dans la description de cette vidéo. Bon, maintenant que le montage vidéo est abordé, passons à la suite. J'utilise assez souvent le logiciel Plan. Par exemple pour préparer des vacances, par exemple pour vérifier la géographie de certains lieux, etc. etc. Pour moi, Plan a juste un défaut, qui malheureusement dans mon cas est énorme, il n'affiche pas de base d'itinéraire vélo. Or, le vélo étant mon mode de transport principal, je suis obligé en plus de Plan de consulter régulièrement Google Maps. Autre application dont je me sers très souvent, Messages. Je l'utilise pour envoyer des messages, iMessage ou SMS, lorsque je suis chez moi et il m'évite d'avoir mon iPhone juste à côté de moi lorsque je travaille sur mon iMac puisqu'il peut recevoir les SMS de mon iPhone. Donc c'est une super application. Il y a également FaceTime qui est très pratique, même si je m'en sers très peu. En fait, la visio ne me sert que pour permettre à mes filles de communiquer avec leurs grands-parents lorsque ces derniers sont à l'étranger. Ma sœur habite au Québec, j'en profite pour faire un petit coucou à tous les Québécois qui me regardent. Ils y vont au moins une fois par an, voire plus. Donc FaceTime fait très bien son travail les rares fois où j'en ai besoin. Autre application, GarageBand. Ce logiciel permet de créer des musiques. Je le trouve absolument extraordinaire depuis sa sortie il y a une quinzaine d'années, même si je ne l'ai jamais utilisé au quotidien avant cette année. Effectivement qu'il soit génial, c'est un fait, mais encore faudrait-il en avoir une utilité. Eh bien, depuis cette année scolaire, l'une de mes filles prend des cours d'alto, donc j'ai enfin une bonne raison de m'en servir pour l'accompagner dans ses morceaux et surtout pour lui permettre de vérifier la justesse de ses notes. Donc pour moi, c'est une app indispensable, mais seulement depuis quelques mois. Passons maintenant aux deux derniers logiciels d'Apple dont je voulais parler. iBooks pour commencer. Je n'ai pas trop le temps de lire en ce moment, mais cela peut m'arriver. Donc quand c'est le cas, c'est soit un livre physique, donc rien à voir avec le Mac, soit un livre sur iBooks. Lorsque c'est sur iBooks, je me sers de la synchro proposée par iCloud pour pouvoir le lire sur mon iMac et le continuer sur l'un de mes iPads, ou vice versa. Dernière application d'Apple, le lecteur DVD. Alors c'est tout bête, mais il m'arrive des fois de m'en servir. Mes Mac actuels n'ont plus de lecteur intégré, mais j'en ai un en externe. Par contre, je m'en sers rarement. En fait, si je m'en sers rarement, c'est tout simplement parce que la plupart des vidéos que je regarde sont soit dans iTunes, soit sous la forme de fichiers vidéo déjà présents dans mon Finder. Bien entendu, les vidéos qui sont déjà présentes dans le Finder, ce n'est pas l'application lecteur DVD d'Apple qui va les lire. Mais ça, je vais vous en parler dans la prochaine vidéo puisqu'elle concernera les applications non Apple que j'utilise. Alors évidemment, il y a les apps Apple dont je n'ai pas parlé et que pourtant j'utilise. En gros, celles qui sont tellement évidentes que je pense qu'il ne sert à rien d'en parler. Par exemple Aperçu, qui est le lecteur de PDF par défaut, ou la calculette, ou l'App Store, ou même Time Machine. Remarque, dans le doute, je vais quand même parler rapidement de Time Machine. Je réalise cette vidéo en juin 2018, donc ça fait un paquet d'années que je répète inlassablement qu'il faut sauvegarder son Mac et que la sauvegarde minimum à réaliser, c'est Time Machine qui va l'effectuer. Mais comme j'ai l'impression qu'il y en a encore deux au fond de la classe qui n'utilisent toujours pas Time Machine sur leur Mac, je rajoute dans la description de cette vidéo le lien vers une boîte à outils qui explique très simplement comment activer cette technologie de sauvegarde. Et s'il vous plaît, activez-la! Pour info, je m'en sers, mais je pense sincèrement qu'aucun des utilisateurs qui regardent cette vidéo avait un doute là-dessus. Avant de cliquer sur le lien qui vous permettra d'accéder à la deuxième vidéo traitant de ce sujet, n'oubliez pas les conseils traditionnels. Vous likez la vidéo, si elle vous a semblé intéressante, vous la partagez, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube et même mieux à la newsletter de mon site, et vous pouvez me suivre évidemment sur les réseaux sociaux. Je vous dis à tout de suite pour la seconde partie.